Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast. Donc j'espère déjà que vous avez regardé le premier. Si c'est le cas, merci beaucoup. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la surcharge progressive et dans celui d'aujourd'hui, on va plutôt parler de la blessure. Et on l'avait déjà un peu évoqué avant, mais la surcharge progressive fait complètement sens dans la réathlétisation, dans la réhab en général. Du coup, bien évidemment, je suis Nathan de Plus Jamais Faible et puis je suis avec Gianni de Train to Summit, spécialisé un petit peu plus dans les sports outdoor et Nathan un peu plus sur l'articulaire et tout ce qui est développement de qualité physique. Voilà. Alors, le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc comme on vous l'a dit, c'est les blessures et principalement aussi du coup la rehab. On va traiter différents sujets qui vont se suivre les uns aux autres. Juste avant toute chose, si tu n'as pas vu le premier podcast, n'hésite pas à aller le voir parce qu'il y a pas mal de concepts qu'on va reprendre mais qu'on ne va pas forcément réexpliquer de A à Z. Exactement. Mais qu'on détaille très bien dans le premier podcast. Donc n'hésite pas à aller regarder s'il y a des termes que tu ne comprends pas ou des notions que tu ne connais pas. Donc on va déjà parler des différents types de blessures. Ensuite on va un peu expliquer nos différentes blessures personnelles. Et surtout ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, donc surtout ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on nous a dit de faire. D'accord ? Ensuite, on verra l'impact un petit peu psychologique que peut avoir une blessure sur tes entraînements et sur ta vie de tous les jours. Et on finira par te dire que non, tu n'es pas foutu. Loin de là. Il y a c'est ça, ouais. Plein de choses à faire, que non, tu n'es pas foutu et que oui, ça fait partie de ton expérience sportive et de tes entraînements, les gènes, les douleurs et les blessures un petit peu plus graves. Et pour autant, simplement, pour nuancer quand même, et pour autant, c'est pas acceptable. Tu vas en avoir, parce que quand tu fais de la performance, il faut accepter que tu sacrifies une partie de ta santé. Ouais. Mais voilà, pour autant, c'est pas acceptable de s'entraîner dans la douleur. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais dire. T'as raison. Donc dis-nous les différents types de blessures. Ouais. Exactement. Différents types de blessures. Alors, deux types de blessures qui sont très simples à comprendre, qu'on a un petit peu évoqué dans le premier podcast, les blessures extrinsèques et les blessures intrinsèques. D'accord ? Blessures extrinsèques, c'est tout ce qui est choc externe, d'accord ? Vraiment qui est causé par un tiers, par un corps externe. Ok, que ce soit choc, coup, chute, une chute, ouais. blessure traumatique. C'est tout ce qui est traumatique en fait, c'est ça. C'est tout ce qui est traumatique, exactement. Contrairement aux blessures intrinsèques de l'autre côté, où c'est beaucoup plus interne, ok, tout ce qui est dû au corps en lui-même, d'accord. Donc, si on fait référence au premier podcast, encore une fois, c'est que la surcharge progressive n'a pas été respectée, ok. C'est tout ce qu'on peut classer dans les lésions myoaponévrotiques, les tendinopathies, voilà, toutes les blessures un peu plus d'usure. Okay. Tu peux avoir des lésions myoaponévrotiques traumatiques. Traumatiques aussi, certes, qui sont la conséquence en fait, mais qui sont en plus de souvent, mais tu peux en avoir sur des chocs, sur des contacts, exactement. Ouais. Mais oui, tu as raison, absolument. Du coup, toi, vu que tu es plutôt spécialisé dans les sports outdoor, les sports d'endurance, c'est notamment dans ces sports-là qu'on retrouve le plus de blessures d'usure. Est-ce que toi, tu en as vécu ou est-ce que tu accompagnes des sportifs sur ce genre de problématique ? Alors oui, j'en ai vécu, oui, j'accompagne des personnes et je pense que dans tous les cas, si tu pratiques les sports outdoor, les sports d'endurance principalement, là où on fait pas mal de volume, pas mal de temps passé en extérieur, ouais. Tu as forcément vécu pas une grosse blessure qui t'a empêché de pratiquer ton sport, mais tu as forcément vécu des gènes, des petites douleurs que tu ne sais pas forcément expliquer, que le corps médical ne sait pas forcément expliquer et qui sont très chiantes, très gênantes. Okay, c'est vraiment des douleurs qui ne sont pas très très intenses, mais des douleurs que tu sens, qui te gênent sur ta performance, sur tes qualités physiques et qui sont toujours présentes un petit peu dans un coin de ta tête. Et là, c'est un petit peu gênant. Donc voilà sur les sports outdoor. Personnellement, j'accompagne plutôt des athlètes non blessés, mais j'ai déjà eu affaire à des athlètes qui viennent me voir blessé et on repart jusqu'à réussir à pratiquer leur sport sans douleur, okay, pour performer, ou juste d'un point de vue santé. Je pratique aussi sur des personnes, je travaille aussi avec des personnes
qui sont blessés, mais rien à voir avec les sports outdoor. Ça peut être des tendinopathies au niveau des épaules. Enfin, voilà, rien à voir avec un sport comme la natation ou quoi que ce soit. Vraiment juste d'un point de vue santé, la personne s'est blessée au fur et à mesure. Et personnellement, moi-même, au niveau de mes blessures, j'ai eu une blessure, une blessure que j'ai su expliquer qui est la périostite, d'accord, la blessure d'inexpérience, la blessure du débutant. Vraiment, c'est la base des blessures d'usure, ok. Et donc la surcharge progressive n'est pas respectée. Et au-delà de ça, j'ai eu, en ce moment même, j'ai une petite douleur au genou, une petite gêne inexplicable que j'arrive pas à expliquer par moi-même parce que je ne suis pas allé voir forcément un corps médical. Pas très très dérangeante, mais voilà, enfin, pas très très intense, mais qui dérange. Quoi. Mais, et qui n'est pas acceptable. Ouais, qui n'est pas acceptable, je ne devrais pas avoir mal. Et dernière blessure qui est, je pense, la plus grosse blessure que j'ai eue dans ma carrière de sportif, si on peut appeler ça comme ça. C'est une blessure au dos, sur vraiment de la préparation physique pure et dure, mais qui est beaucoup plus liée, avec du recul, à la psychologie. En fait, c'est vraiment beaucoup plus une blessure mentale. On ne viendra pas détailler là-dessus aujourd'hui, on restera dans notre domaine de compétences. Mais pour être très simple, je me baissais, je récupérais un haltère ou je faisais du squat en bas de mon squat. J'étais bloqué, je bloquais comme un coup de poignard et hop, bloqué, j'arrivais pas à remonter ou j'arrive pas à me redresser ou alors en allant très 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 lentement, donc sans charge, sans rien. Et avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment psychologique parce que c'était une période de ma vie où voilà, il y avait des divorces au niveau de mes parents, Oui, il y a tout le contexte, le contexte biopsychosocial, voilà, ce qu'on appelle. Exactement, il y avait énormément de déménagements à répétition. Donc voilà, forcément, ça moins influe. de temps pour s'entraîner, moins de concentration lors de mes entraînements. Et puis, pour vous faire l'histoire en très simple, je commence à déménager, mes parents se séparent, je commence à me déménager, boum, mal au dos pendant 1 mois tout le long du déménagement. Okay, à partir du moment où je sais que j'apprends que je vais déménager, jusqu'au moment où je déménage, mal au dos. Le jour où je déménage, je te promets que le lendemain, je vais plus mal au dos. Deuxième déménagement, pareil, j'apprends qu'on va redéménager. Elle revient un peu moins forte, mais elle revient la douleur. Et du coup, Okay, et bam, je redéménage, plus mal. qu'est-ce que tu as fait pour ces douleurs-là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la mauvaise réponse. Hein. Mais j'ai rien fait parce que après coup, je m'en suis rendu compte, mais je pense que pendant, je m'en rendais compte que aussi c'était dû à tout ce contexte en fait biopsychosocial. Et donc j'ai pas relativement mis de la contrainte dessus. J'ai pas continué en fait, j'ai continué à bouger. J'ai fait comme si elles n'étaient pas là et j'adaptais. J'étais moins fort qu'avant, mais j'adaptais en fait. Mais j'ai continué à bouger, oui. J'ai pas traité spécifiquement mes douleurs. Mais voilà. Surtout, je pense que ce qui est important de dire, c'est que la douleur, c'est une expérience. Et du coup, tout le monde ne la vit pas de la même façon. Et surtout, elle dépend d'énormément de facteurs. Donc des facteurs biopsychosociaux, comme je disais tout à l'heure. Donc ça va être tout ce qui est facteur biologique, donc dans ton corps, de l'environnement social dans lequel tu es, et puis social et économique, tout ça. Et tout ça, hein. Donc tout ça peut venir influencer ta douleur. Et des fois, tu peux avoir des douleurs, et pour autant, si on te fait passer une imagerie, une IRM, une radio, n'importe quoi, tu n'as pas forcément de douleur. Mais l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la douleur est une expérience. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont des tendons ultra dégradés et qui ont pas mal. Aucun symptôme. Hein. Et inversement, tu as des personnes qui ont super mal au dos et qui n'ont rien à l'imagerie. Et là, ce que tu viens de dire sur les sportifs de haut niveau, je vois déjà les gens dire oui, mais il n'y a qu'à voir quand ils vont vieillir et tout. Non. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que si à une certaine période c'était vrai, c'est peut-être parce qu'on n'a pas du tout la même compréhension du corps, du remodelage de nos tissus qu'on a actuellement en fait. Enfin, qu'on avait avant, ouais. Enfin, on est beaucoup plus compétent maintenant. Ok, donc on a vu à peu près les blessures d'usure et donc les blessures extrinsèques, les blessures d'usure principalement dans les sports outdoor et en fait lorsque tes contraintes dépassent tes capacités, notion qu'on a abordée dans le premier podcast. Et on va voir maintenant les blessures extrinsèques, les blessures traumatiques. Traumatiques, absolument. Que toi, tu as vécu. Ouais, que moi j'ai vécu, ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu te blesses quand, en effet, les contraintes dépassent tes capacités, mais il y a des fois certaines choses où tu ne vas pas pouvoir éviter la blessure.
Moi, typiquement, les blessures que je me suis faites, j'aurais pas pu les éviter. Par contre, en étant plus fort, plus entraîné, en ayant développé la capacité de certains de mes tissus, eh ben, j'aurais pu mitiger cette blessure. Ça veut dire me blesser quand même, mais avoir une blessure moins grave. Oui, mais justement, t'as eu quoi comme blessure? Alors, j'ai eu une blessure au genou, donc j'ai eu la fameuse triade, donc rupture du ligament croisé antérieur, une lésion au niveau de la corne postérieure, de la corne externe, pardon, je la refais, la corne externe du ménisque post. Et puis, non, je me suis encore trompé, hein. Je me suis Un encore 3-0, ils feront pas attention à ça. Je me suis encore trompé. Bref, je me suis abîmé le ménisque. Voilà. Voilà. Simplement, il s'est fait mal au genou. Excusez-moi, je suis embrouillé. Et puis, je me suis abîmé aussi le ligament collatéral médial. Bref, donc 3 structures qui ont été abîmées dans mon genou. Et puis après, je me suis fait une fracture du radius. Je pense que la blessure, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécue comme une fatalité. Et j'ai vraiment envisagé le truc en mode, ok, je vais revenir et je vais revenir meilleur. Parce que, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je fais de la slackline acrobatique et à haut niveau. Donc, c'est dans cette discipline que je me suis blessé les 2 fois. Sur le ligament croisé, donc, j'ai fait 3 mois de kiné pré-opération, pardon. Je me suis fait opérer et ensuite j'ai enchaîné avec 6 mois. Et après ces 6 mois, le kiné me dit bon bah c'est bon, on a terminé. Et il me lâche un peu comme ça dans la nature. Le problème c'est qu'à ce moment-là, il me manquait encore de la masse musculaire par rapport à l'autre côté. Il me manquait de la force et surtout il me manquait des amplitudes qui étaient toujours inatteignables en fait pour moi. Ce qui n'est encore une fois pas normal. Voilà. Surtout après une rééduque. D'un côté, je pouvais emmener mon talon contre ma fesse facilement. De l'autre côté, c'était impossible. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas acceptable en fait. Il manque quelque chose. Donc, je me suis mis à chercher. Je me suis formé sur tout ce qui est le travail articulaire, sur tout ce qui est réathlétisation. Et puis, en fait, j'ai immédiatement mis ces choses en application. Et en fait, j'ai eu des résultats de malade en fait. Wow. De malade parce que j'ai réussi… Tu blessé actuellement? Non, voilà. J'ai réussi à récupérer les amplitudes, j'ai réussi à réduire mes douleurs et puis à gagner considérablement en force au niveau de mes 2 jambes parce que je n'ai pas travaillé uniquement le côté blessé, j'ai aussi travaillé l'autre côté. Oh, et honnêtement, tu es plus fort qu'avant. Beaucoup plus fort. Voilà. Beaucoup plus fort, ça c'est certain. Et puis, une fois que j'ai repris mon activité, 6 mois après, à nouveau sur une chute, je me fais une fracture du radius. Et là, j'étais dans un contexte où en plus de ça, j'habitais en région parisienne. Et puis, pour aller m'entraîner, c'était toujours compliqué parce que je devais prendre le vélo, le train, 2 heures aller, 2 heures retour. Je m'entraînais 4 heures. Donc déjà, tu vois, il y avait déjà une certaine charge mentale et même physique juste pour aller s'entraîner. Ouais. Et puis, quand je suis rentré chez moi, le bras cassé, moi, j'avais pas envie d'aller chez le médecin parce que je sais que c'est toujours long d'aller aux urgences, tout ça, bref. Et tout mon entourage autour de moi m'a vraiment forcé à le faire. Je travaillais donc dans une salle en région parisienne, donc il y avait des coachs autour de moi, des ostéos, des fois des médecins. Et tous m'ont dit non, il faut que tu immobilises, il faut que tu ailles faire des radios, machin. Donc, je suis allé voir un médecin, ok. Et voilà, le verdict tombe, je fais une radio, bam, fracture du radius. On me dit il faut immobiliser. Immobiliser pendant, je me souviens même plus combien. Je me souviens même plus combien de temps, simplement parce que… Juste arrête de bouger. Mais tout. Exact. Arrête. Voilà, arrête de bouger, t'es en mousse. Donc je me souviens pas simplement parce que la première chose que j'ai fait en rentrant chez moi, c'est j'ai enlevé l'écharpe et j'ai bougé mon bras. Ok, donc attends, juste concrètement, en gros, si on résume, tu t'es blessé, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? On t'a dit immobilise, fais-toi opérer. Et pour le bras, on m'a pas suggéré dans l'immédiat de me faire opérer. Okay. Mais voilà, on m'a dit antidouleur, mettre de la glace et d'immobiliser. Ok, et concrètement, toi, t'as fait quoi? Tout l'inverse. Donc, je n'ai pas mis de glace, je n'ai pas pris d'antidouleur ou anti-inflammatoire. Et puis, j'ai bougé mon articulation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas bougé dans le vent, j'ai bougé intelligemment. Et surtout en prenant compte de mes capacités
actuelle, ce que je pouvais faire, dans quelles amplitudes je pouvais bouger, et surtout de la douleur. Quel mouvement me provoque de la douleur? Trop de douleur. Si c'est trop de douleur, bah, bien sûr, je l'évite et je contourne, on va dire, un peu cette zone de mouvement. Et c'est là où je pense que beaucoup de personnes se trompent, c'est que la douleur, il ne faut pas la voir comme quelque chose qui est incapacitant. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, c'est ce qui va délimiter tes capacités à un instant T. Tu vois, j'ai pas de douleur ici. Fonce. Ah, ça veut dire que je peux bouger ici. Ouais. Ah, j'ai des douleurs là. Ah, ok, alors je vais reculer un petit peu. Ça, et puis on en a parlé aussi dans le podcast sur la surcharge progressive, c'est aussi comment dire, l'intensité subjective. Ça veut dire que je vais forcer par exemple à 20% de mon max, 50%. Ah, 60%, je vois que j'ai une douleur. Ah, bah je vais réduire et puis je vais travailler dans la zone de 50% pour progressivement augmenter mon niveau de tolérance. Et en fait, c'est ça que j'ai mis en place sur le long terme, parce que concrètement, ça m'a pris 3 mois pour vraiment taffer à fond sur cette blessure au niveau du radius. Exactement, Ouais, du radius. au niveau du radius. Mais par contre, derrière, j'ai pu reprendre sans aucune douleur. Et encore une fois, j'étais beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Ah, t'as bossé intelligemment aussi. Enfin, si tu fais les choses dans l'ordre, surcharge progressive, avec quelque chose de logique en fait. En fait, je dis pas que tu as fait quelque chose de le plus optimal. Juste, tu as fait quelque chose de logique. Tu as dû sûrement faire des erreurs à certains moments. C'est sûr. Qui t'ont aiguillé d'aller à l'opposé de cette erreur. Et puis, progressivement, travailler pour redonner du mouvement. Donc déjà, on peut démonter un mythe, un gros mythe. C'est ne vous immobilisez pas quand il y a quelque chose de douloureux, en fait. Il faut quand même tenir compte de la blessure et du contexte. Oui. Moi, j'ai très certainement eu une blessure qui était... ça reste une fracture, mais peut-être qui était minime, ouais. Minime, exactement. Ouais, J'allais même dire bénigne, tu vois. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont une fracture qui est plus grave, ou alors juste qui n'ont pas la même tolérance que moi à la douleur. Ouais, certes, du coup, tout de suite, ils sont plus... Qui est encore une fois quelque chose de subjectif. Exactement. Ils sont plus incapacités, si je puis dire. Donc voilà, ça dépend aussi quand même beaucoup du contexte. Mais dans tous les cas, même immobilisé, sous prétexte que vous avez besoin d'être immobilisé, un plâtre, n'importe quoi, en fait, déjà faire des contractions isométriques, donc des contractions isométriques, c'est juste je viens contracter mon muscle, mais il n'y a pas de mouvement, et bien déjà juste ça, pour moi, ça rentre dans le fait de bouger blessé, tu vois. Ouais, totalement. Et tu vas le faire à des amplitudes où la douleur, elle n'est pas trop importante, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, sur l'échelle de la douleur. Ouais, l'échelle de la douleur, justement, ça c'est des concepts que j'utilise avec mes personnes blessées, que tu utilises avec tes personnes blessées, que tu as utilisé sur toi-même et qu'en fait on utilise au quotidien. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 grands principes à comprendre. C'est l'échelle de la douleur, qui est obligatoire de comprendre. Si on t'a jamais parlé de ça, c'est pas normal. C'est vraiment quelque chose c'est la base des bases. Si tu n'as pas la connaissance pour gérer ta douleur, comment veux-tu aller mieux? Donc simplement, l'échelle de la douleur, c'est une échelle de 0 à 10. C'est quasiment pareil que le RPE. Et qui te dicte ce que tu peux faire, pas ce que tu ne peux pas faire. Voilà, exactement. Ce que tu peux faire, c'est bouger dans une douleur de 3-4 sur 10. Grand max. Ça, c'est acceptable. Vas-y, fonce, bouge, fais-le doucement. Si tu as l'habitude, tu as mal au coude, tu as mal quand tu es en extension complète et en flexion complète, mais tout le milieu, tu n'as pas de douleur. Bouge à cette amplitude-là. Et j'ai même envie de te dire, bouge dans les zones douloureuses en respectant la douleur. Donc exactement. En étant dans le 3-4 sur 10, en dessous ou sur ce 3-4 sur 10, sur l'échelle de la douleur. Et ça soulève une deuxième notion très importante, c'est l'effort max sécuritaire. Ouais, c'est plus sur des contractions isométriques, mais c'est en gros contracter son muscle en respectant la douleur. Le but, c'est vraiment de respecter la douleur. Donc tu contractes ton muscle à une certaine intensité, mais en restant en dessous ou sur 3-4 sur 10. Donc tout simplement, un exemple concret. Nathan, un gars qui fait des tractions à 50 kg. Fracture du radius, au tout départ, il a très mal, il fait de l'isométrie. Imaginons qu'il est capable de faire de l'isométrie, on va dire, tout en haut de sa pull-up à 30 kg pendant 10 secondes. Okay, il a mal au coude, il a la fracture, il a mal, bref, il s'est fait mal, il est blessé. Il va diminuer la charge, voire même
faire au poids de corps, Ouais, voire même me délester, ouais. se délester. C'est exactement ce que j'ai mis en place. Ouais, Ouais. donc voilà, c'est exactement ce qu'il a mis en place. Donc, diminuer la charge, poids de corps, voire se délester, pour rester dans l'acceptable de la douleur. Et donc, du coup, cet acceptable de la douleur, c'est son effort maximal sécuritaire. C'est pas l'effort maximal Que je suis capable de faire en temps normal, exactement. C'est Ouais. juste son effort. En fait, on pourrait même appeler ça l'effort maximal en période de douleur, quoi. Ouais, c'est ça, quand ouais. t'es blessé, avec les capacités actuelles. Sachant que le but à terme est de prendre cet effort max sécuritaire et de le repousser jusqu'à tes capacités physiques précédentes, voire même les dépasser. Ouais, Ouais, exactement. exactement, ouais. Exactement. Ah, tu commences une phrase, je la termine. C'est comme Ça, c'est incroyable. comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, on a déjà balayé Tiens, plusieurs choses. Si je peux juste continuer Vas-y. là-dessus pour donner des choses pratiques aux gens, on en a rapidement parlé. Moi, ce que j'ai fait, c'est dès que j'ai été capable de le faire, et je pense que ça m'a pris 5 jours, j'ai mis en place du travail d'isométrie sur des patterns, on va dire simples. Un pattern de tirage, donc traction, parce que ça ne demande pas beaucoup de matériel, et un pattern de poussée, push-up, parce que pareil, Ouais. ça ne demande pas beaucoup de matériel. Mais en soi, j'aurais pu le faire sur du tirage horizontal, avec une machine, pas de machine, Ouais, et et puis... soyez inventifs. Ouais, Soyez voilà. inventif. En fait, il n'y a pas de limite. J'ai juste pris ces deux patterns parce qu'au final, c'est deux patterns de mouvement qui sont Ouais. classiques, quoi. Oui, total. C'est des basiques. Et donc, j'ai fait de Puis ça te l'isométrie. sert dans Ouais, c'est ta ça. pratique. J'ai fait de l'isométrie dans ces positions-là. Et progressivement, j'ai augmenté les intensités. Progressivement, j'ai augmenté le volume. J'ai augmenté aussi le... Volume d'intensité. Voilà, il termine ma phrase. Si vous n'avez pas les notions, podcast numéro 1. Voilà, exactement. Et puis, donc ça, c'était ma première phase. Sur ma deuxième phase, j'ai commencé à rajouter des mouvements dynamiques. Donc, j'ai arrêté l'isométrie. Et puis, sur ma dernière phase, j'ai rajouté en fait de la vitesse. Parce que la vitesse, c'est ce qui contraint le plus. C'est ce qui contraint le plus tes tissus. Et généralement, quand tu te blesses, c'est en excentrique. Donc, quand il y a de l'étirement. Et à ça, tu rajoutes de la vitesse. Et puis même de l'incertitude, tu vois, je me dis, dans le trail, par exemple, quand tu as un terrain qui est incertain, ou dans un sport de confrontation, où tu as justement une confrontation avec quelqu'un. Ou voire même dans des conditions qui sont certaines, je sais pas, tu fais... Sous fatigue, par exemple. Ouais, sous fatigue, ou même tu fais un truc, un HSPU sur des parallèles, ta parallèle elle glisse. Alors là, c'est une incertitude qui arrive. Et puis c'est vrai que des fois, tu te fais une blessure, comment dire, elle est non traumatique dans le sens où t'as pas forcément de contact. Et tu as parlé en fait, j'y ai pensé quand tu as parlé du changement de direction. Des fois, tu vas juste faire un changement de direction et c'est sur ton changement de direction que tu vas te blesser. Ouais. Et pourtant, tu étais certain de l'environnement, tu étais certain de ce que tu allais faire, mais pour X ou Y raison, de la fatigue, de je sais pas, et bam, tu t'es quand même fait un ligament croisé, tu vois. Ouais. Bref, donc au final, tu peux bouger et l'isométrie sera toujours le mode de contraction à privilégier parce que il te permet d'appliquer de la force sur tes tissus et que c'est grâce à la force que tes cellules se régénèrent, s'adaptent et donc que tu vas reconstituer ton os, ton ligament, ta capsule, ton tendon, etc. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je crois que j'ai déjà dit quelque chose d'assez important. Ouais. Donc, si on récapitule jusque-là, on a parlé des différents types de blessures. D'accord. Ensuite, on a parlé un peu de notre passé au niveau douleur, gêne, blessure. Et on vous a dit un peu ce qu'il fallait faire, pas faire. Ok. Donc, en récapitulons, tu bouges en respectant ta douleur dans les amplitudes où tu peux bouger. Super important. Remettre des contraintes le plus tôt possible, mais intelligemment. Encore une fois, si tu mets des contraintes trop importantes, tu vas ne pas diminuer la douleur, voire même l'augmenter. Ouais. Okay. Et ensuite, utilise des notions clés comme l'échelle de la douleur ou l'effort max sécuritaire. Okay. Donc, simple. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser pour que les gens le sachent. En quoi toutes ces blessures, toi, elles t'ont impacté dans tes entraînements, dans ton système d'entraînement, dans ta manière de penser, dans ta vision du corps médical. En fait, non mais sérieux, moi je suis désolé, mais quand j'ai des personnes qui viennent me voir t'as raison. pour une blessure à l'épaule parce qu'ils ont essayé d'aller voir 5, 10, 15 kinés, attention, j'ai rien contre les kinés, il y en a des très compétents et il y en a des moins compétents comme dans tous les domaines. Ouais. Okay, mais
quand tu entends ça, c'est inacceptable. Tu allé voir 3, 5, 10, 15 kinés, tu n'as aucun résultat. Bah, c'est qu'il Soit faut- ils sont tous mauvais, soit tu effectues le travail mal. Soit Ouais, tu c'est ça, effectues le travail exactement. Donc, ta question, Donc, elle est intéressante. ouais. Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est on prescrit de l'immobilisation, des anti-inflammatoires ou de l'antidouleur, de la glace. Et tout ça, c'est contraire au principe fondamental en fait de comment ton organisme, Fonctionne. comment ton corps fonctionne, comment il se régénère. Et ton corps, il est, comment dire, il se maintient grâce aux contraintes. C'est parce que tu places des contraintes sur tes tissus que, eh ben, ils restent dans leur état. Et si tu en appliques encore plus, eh ben, ils s'adaptent et ils deviennent plus résilients, plus forts, etc. C'est le principe de surcharge progressive. Oh, on tourne en rond, mais c'est vraiment central. C'est les bases, c'est les bases. C'est vraiment Si t'as central. pas ça, Donc- tu peux pas comprendre le reste. Donc au final, je me suis dit, on me dit de faire ça, mais il y a un problème là-dedans. Donc c'est pour ça que... Et puis surtout, vu le manque de résultats que j'avais après la kiné au niveau du genou, c'est ça qui m'a donné envie de chercher. J'ai cherché, j'ai trouvé même. Et j'ai trouvé pas juste des connaissances, j'ai trouvé aussi une expérience que j'ai vécue. Parce que l'entraînement est une expérience. Exactement. Ça, c'est de qui ça? Nathan Jacquemont. Ah, du coup, tu m'as fait perdre le fil. Arrête. Tu disais, j'ai acquis une expérience. Je me suis formé, j'ai acquis une expérience. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut remettre vraiment en question tout ce que le corps médical nous dit Oui. habituellement. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'antidouleur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de glace. Je pense qu'il y a des contextes dans lesquels il faut le faire. Ouais. Mais je pense que dans un premier temps, si tu es capable de t'en passer, alors ne le fais pas. Si tu es capable de ne pas immobiliser et de bouger, alors bouge. Si par contre, j'en sais rien, il y a du monde autour de toi, il y a du mouvement, tu as peur qu'on vienne, par exemple, taper ton coude blessé, ton épaule, ok, alors tu as peut-être intérêt à immobiliser pour limiter les risques si quelqu'un vient taper dedans. Si la nuit, ça t'empêche de dormir, peut-être que ça peut être intéressant de mettre de la glace pour réduire un peu la douleur. Ah, la glace, c'est pas suffisant et tu dors pas la nuit. Bon, là, c'est vraiment problématique parce que le sommeil, on sait qu'en plus de ça, c'est ultra important pour récupérer. Là, peut-être que tu as intérêt à prendre un antidouleur ou un anti-inflammatoire. Ouais. Mais c'est vraiment, il faut vraiment pour moi limiter tout ça parce qu'au final, c'est des pansements et c'est pas ce qui marche pour de vrai. C'est pas ce qui marche pour de vrai. Et pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on parle beaucoup de glace et d'anti-douleur, d'anti-inflammatoire, Surtout, hein. en fait, la glace, c'est un effet à court terme. C'est un effet antalgique. Oui, c'est un effet antalgique. Ça va réduire ta sensation, ta perception de la douleur à un instant T. C'est pour ça, en fait, c'est pas quelque chose d'actif, c'est un traitement qui est passif. D'accord ? Il n'y a pas de stress mis concrètement sur tes tissus. Ok ? Donc, ton corps, déjà, si on prend la base des bases, ton corps, quand tu te blesses, qu'est-ce qu'il fait ? Il se réchauffe. Ouais, Automatiquement, t'as ta une zone, inflammation. voilà, ta zone douloureuse, elle est chaude, elle est rouge. Enfin, voilà. Ça crée de la chaleur, ça ne fait pas du froid. Donc, tu irais à l'encontre des mécanismes que ton corps il met en place pour pallier à la douleur. Donc, Ouais, pour récupérer. Et Voilà, pour l'inflammation est la première étape de guérison. de guérison. Ouais, Donc ouais. si tu viens couper l'inflammation, tu viens freiner la guérison, voire même elle se fera pas autant qu'elle aurait dû se faire. Aussi bien, ouais. Et donc, mets pas de la glace si la douleur est acceptable. En revanche, comme l'a dit Nathan, si la douleur elle est vraiment très très importante, fonce, mets de la glace. C'est pas noir ou blanc, c'est juste contexte dépendant. Adapte à ton contexte à toi. Fais appel à des préparateurs physiques, à des kinés, à des médecins spécialisés sur la rehab ou la douleur pour qu'ils te donnent les bonnes choses à faire. D'accord ? Donc voilà, à ce niveau-là. En fait, ouais, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut pas. En fait, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui entretiennent un discours kinésiophobe et nocebo. Nocebo, ouais. Kinésiophobe, ça veut dire, en fait, c'est la peur du mouvement. Donc, en fait, on fait peur aux gens en leur disant si tu bouges, tu vas aggraver ta situation. Si tu bouges, tu vas te blesser. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Si même. c'est fait intelligemment et dans les règles qu'on a énoncées jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça empire. Il n'y a même que des raisons pour que ça aille mieux. Et si jamais tu sais pas comment faire, ça tombe bien parce que tu es en train d'écouter deux préparateurs physiques qui
ont vécu la blessure Ouais. et qui l'entraînent. Ok, moi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'accompagne pas mal de combattants de MMA, aussi de foot US, donc plutôt sur Genève. Et ben, tous ces sportifs-là, ils reçoivent beaucoup de chocs. Ils ont, quelque part, c'est mi-traumatique, mi-blessure d'usure. Et au final, ben, tout le travail articulaire, parce que c'est là en fait où je voulais en venir, tout le travail articulaire que je fais avec eux, ben, ils me le disent eux-mêmes, c'est que ça les rend plus performants, ça permet de réduire leur douleur, ils se sentent plus libres et c'est pas pour rien. Et au final, le travail articulaire, c'est essentiel en prépa physique parce que bah, les articulations, c'est pas de moi, hein, mais je suis très d'accord avec ça, c'est que les articulations sont le filtre par lequel s'exprime le mouvement. Donc si tes articulations, elles sont pourries, bah, ton mouvement, il ne sera pas aussi efficient qu'il pourrait l'être. Ouais, totalement, totalement. Là, c'est vrai. Hein. Enfin, et juste, il y a un truc qui me vient en tête là, j'y réfléchis depuis un petit moment. Tout à l'heure, tu as dit qu'on t'a mis de la réhab pré-opération. Ouais. Ok. Très rapidement, très rapidement, en 2 minutes. Hein. Après, on passe à la suite. Quel serait l'intérêt de mettre de la réhab pré-opération si on conseille derrière d'immobiliser? Il n'y a aucun intérêt. Alors en fait, l'intérêt sur la réhab pré-opération, pour moi c'est essentiel, simplement parce Moi que, aussi, totalement. Hein. parce que tout ce que tu vas gagner avant l'opération, ce sera quelque part ça en moins à récupérer après. On en revient à la même chose. Mais Garde du mouvement. le problème, c'est que dans mon cas, je trouve qu'il a été mal apporté parce que on m'a fait faire cette réhab pré-op parce que l'opération était planifiée. Et à mon sens, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire. Il faut d'abord faire tout ce qu'on peut, tout le traitement conservateur qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Donc tout ce travail-là, en fait, du physique que tu vas faire avec un kiné, avec un préparateur physique. Et si ça marche pas, dans le cas du genou, si même après avoir taffé pendant 3 mois, 6 mois, et ben, tu te sens toujours instable, tu as toujours des douleurs, tes amplitudes ne reviennent pas, et ben là seulement, tu peux planifier une opération. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Je sais que ça commence à se mettre en place, on recommande de plus en plus de faire ça, mais je trouve que c'est encore un peu trop lent à se mettre en place. Ouais, et que ça reste malgré tout encore trop nocebo et kinésiophobe. Ouais. Moi, j'aimerais juste présenter un peu mon vécu de la douleur, comment ça a impacté mes entraînements et comment ça a impacté en fait mon système de pensée. En gros, ce que je me suis dit, c'est tout simplement, je vais déjà commencer par mon système de pensée et après comment ça a impacté mes entraînements et ma vie. En gros, mon système de pensée, ça l'a impacté en mode, si je suis blessé, ça veut dire que je ne suis pas prêt à faire face à des contraintes plus élevées. Et ouais, ça c'est sûr. Donc, ça. J'ai, comme toi, recherche, formation, apprendre, et je me suis dit, la base des bases, c'est quoi? Quand on se blesse, est-ce qu'on se blesse tout le temps au niveau musculaire? Est-ce qu'on se blesse tout le temps au niveau respiratoire? On se blesse très rarement dans ces cas-là, ok? Le plus souvent, on se blesse au niveau articulaire. Donc, ouais, c'est ça. En fait, ou alors si on ne se blesse pas au niveau articulaire, la cause, c'est l'articulaire. Tu n'as pas assez d'amplitude, tu vas te blesser le jour où tu vas dans cette amplitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait simplement d'améliorer ta fonction articulaire permet de réduire, non mais ne serait-ce que de réduire tes douleurs et tes gènes. Ouais, réduire tes douleurs et tes gènes et puis mitiger ton risque de blessure quoi aussi. Donc voilà, donc moi je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de me blesser, je vais mettre toutes les armes de mon côté, avoir un maximum d'outils pour faire face au plus de contraintes possibles. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc, j'ai essayé de faire face au plus de contraintes possibles en entraînant spécifiquement mon articulaire. C'est simple. Okay. Donc, j'ai intégré de la mobilité articulaire dans mes entraînements, de la vraie mobilité articulaire, que ce soit en échauffement, que ce soit des séances spécifiques, ou que ce soit même en échauffement d'une sortie outdoor, je l'ai intégré. Ouais. Les gains ont été incontestables. Et incontestés. C'est devant tes yeux, quoi. Tu peux pas nous dire non, ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'on a adopté la même chose. Oui, la même chose. Le travail articulaire. Ensuite, au niveau de ma perception du volume, de l'intensité et du volume d'intensité. Très bien.
Je me suis dit, moi c'est plutôt par rapport à la périostite, je me suis dit, ok, si j'ai mal au niveau périostite, il faut savoir c'est une blessure d'usure qui intervient au fur et à mesure du volume que tu fais. C'est de plus en plus intense. Ça veut dire que j'ai mal géré mon entraînement, j'ai mal géré mes capacités. Enfin, je ne connaissais pas forcément mes capacités, je me suis surestimé. Et j'ai mis trop de contraintes par rapport à ce que j'étais capable. J'ai trop couru, j'ai mis trop de chocs, j'ai fait trop de dénivelé, trop de descentes. Enfin voilà, j'ai fait trop vite, trop rapidement. Donc, je suis reparti à zéro. Je me suis dit, je suis un débutant, je repars à zéro. Et j'ai mis des contraintes progressivement. Bam, la périostite est partie. Donc, je me suis encore dit que le principe de surcharge progressive est primordial. On a deux choses dans le système d'entraînement. Le principe articulaire, donner du mouvement, garder une grande amplitude pour avoir de la variabilité et faire face au plus de contraintes possibles. Ça veut dire quoi juste avoir plus de variabilité? Plus de variabilité, c'est-à-dire, imagine que tous les jours, tu prends la même route avec ta voiture, elle va s'user tout le temps au même endroit. Tu prends différentes routes, elle va s'user différemment, elle va s'user du coup moins vite. Ouais, si tu fais tout le temps le mouvement de la même manière en utilisant les mêmes tissus, tu risques de soit léser ces tissus parce qu'ils ont trop de contraintes, soit en numéro 2, le jour où tu changes de mouvement, où tu utilises tes tissus différemment, tu utilises des nouveaux tissus qui ne sont pas assez solides et que du coup tu mets des contraintes trop élevées par rapport à la capacité de ces tissus que tu utilises rarement. C'est simple, c'est concret ce que j'ai dit. Absolument. Parfait. Donc, le deuxième point du système d'entraînement, c'est gérer le volume intelligemment, mieux en faire pas assez que trop. Et le dernier, c'est je me suis dit, ok, j'ai l'articulaire, il est développé, on va pas se mentir non plus, que si tu fais que de l'articulaire, le jour où tu es face à des contraintes, tu ne fais rien. Absolument, ouais. Bah oui, c'est sûr. Donc, tu intègres sur des mouvements globaux, sur des patterns globaux, sur de la musculation, sur du développement de qualité physique en salle. Et donc là, tu as un système d'entraînement qui est complet. Et en fait, tout ça, ça émane, ça se construit suite à une expérience, en fait. Au départ, j'avais jamais eu de douleur articulaire. Pourquoi travailler mon articulaire? J'avais jamais fait face à une douleur d'usure. Pourquoi gérer mon volume? Et puis quand tu y es confronté, tu te rends compte que... Tu te rends compte que c'est la base. Donc voilà, ça a impacté mon système d'entraînement là-dessus. Et je voudrais juste finir, avant de te laisser parler, c'est sur, personnellement et pour les personnes émotives, de faire extrêmement attention à l'impact qu'ont tes blessures sur ta santé mentale, ta santé psychologique. Parce que moi, je sais que personnellement, quand je suis blessé, c'est-à-dire que j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie de travailler, j'ai rien envie de faire. Ok? Donc il faut faire extrêmement attention, j'essaie de progresser là-dessus, de me dire c'est pas grave, je suis pas foutu en fait, j'ai du travail à faire sur ce point-là. Tu t'entraînes. Mais voilà, tu t'entraînes, tu deviens plus fort. Donc vraiment, ne vous enfoncez pas, vous n'êtes pas foutu lorsque vous êtes blessé. Travaillez pour être plus fort spécifiquement à la blessure. Et juste dissocier la blessure de votre vie en général, ok? Et au-delà de la blessure et de la vie en général, dissocie ta blessure et le reste de tes entraînements. T'es blessé au genou, les épaules, les chevilles, les hanches. Il y a tout le reste qui fonctionne en fait. Tout l'autre côté, il y a tout le reste qui fonctionne. Tu as toujours quelque chose à travailler. Donc voilà sur mon système d'entraînement personnel entre rehab, mobilité pour revenir au sport, la gestion de la programmation et des cycles d'entraînement sur l'outdoor, et la préparation physique, le développement de qualité physique au service de ton sport. Donc voilà, c'est les trois piliers de Train to Summit. Et toi, je sais que toi, tu as un système d'entraînement très poussé quand même. Explique-leur aussi un petit peu au niveau articulaire. Au final, ça revient au même. Ouais, ça revient au même. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'articulaire, au final, c'est la fondation de tout. Ouais. Et tu l'as dit, l'idée sur le travail articulaire, c'est d'offrir de la variabilité de mouvement. Et c'est pour ça qu'au final, ça fait sens de faire de la mobilité, peu importe ce que tu fais. Que ce soit de l'endurance, que ce soit de la force, que ce soit de l'effort court, que ce soit de l'effort long, que ce soit ton travail au quotidien, que ce soit juste pour jouer avec tes enfants au parc le dimanche. En fait, peu importe le contexte. Ouais, total. Et une articulation en bonne santé, en fait, c'est une articulation qui bouge bien, en fait. C'est tout. Qui a de la variabilité, qui a de l'amplitude. Maîtriser les fins d'amplitude aussi. Est-ce que dans nos notes, on a balayé tous les sujets qu'on voulait balayer ou... Deux petites dernières, je pense.
leur donner un peu des trucs à mettre en place, des choses simples. Des choses simples à mettre en place. Et pour finir, que t'es pas foutu en fait, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc en fait, c'est les deux ensemble. Ouais, c'est ça. Donc juste vous donner une petite trame très simple à mettre en place quand t'es blessé. Alors attention, on généralise. Il faut être spécifique par rapport à sa douleur. Tu as une tendinopathie ou tu as une bursite ou tu as simplement un manque de mobilité qui te crée des douleurs ou tu as une capsulite. Enfin voilà, c'est pas pareil. Okay. En fait, ce qu'on généralise, c'est les principes Exactement. Et pas le contexte. Exactement, c'est les principes qui sont en arrière-plan. Donc concrètement, on va prendre l'exemple de ton genou. Okay, parce que tu l'as vécu, parce qu'on t'a donné des trucs à faire et que tu en as fait un peu qu'à ta tête, même si tu l'as fait aussi sur ton radius. On va travailler sur ton genou. Imaginons Nathan, boum, il est blessé. On va pas prendre le cas de la fracture parce que voilà, c'est extrêmement poussé quand même. Mais on va prendre voilà, quelqu'un qui a des douleurs au genou, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben, nous en tant que prépa physique ou lui en tant que... Nous, qu'est-ce qu'on lui dit de faire pour qu'il aille mieux? Donc, en tant que préparateur physique, on lui dit prends un coaching. Après, voilà. Non, mais c'est sûr des choses simples à mettre en place si tu n'as pas forcément envie de te casser la tête avec des préparateurs physiques. Ce qu'on va faire déjà, c'est que nous, on va tester. Ouais, on va tester son genou, on va voir donc si au niveau de ses fonctions... Pardon, waouh. Ça fait longtemps qu'on tourne. On va voir si au niveau de ses fonctions articulaires, eh ben, tout bouge correctement. Et si ce n'est pas le cas, on va identifier ce qui est à travailler, ce qui est à développer, parce que ça peut être une cause explicative. Et au-delà du syndrome, de la blessure qu'il peut avoir, on sait juste qu'améliorer la fonction d'une articulation, ben derrière, ça te permet d'améliorer les douleurs. Et améliorer les douleurs, ça veut dire les réduire. Voilà, parfait. Donc pour améliorer la fonction, on teste. Comme ça, on sait ce qu'il faut travailler. On commence par tester et ensuite on met du mouvement. Exactement, tout de suite derrière. On en revient à la même chose. On met du mouvement tout de suite. On met du mouvement. Donc le mouvement, si les douleurs sont trop importantes, ça va être de l'isométrie. Oui. L'isométrie, donc dans le cadre du genou, ça peut être de l'isométrie sur de l'extension, ça peut être de l'isométrie sur de la flexion, ça peut être de l'isométrie sur de la rotation interne ou externe ça existe. Au niveau du tibia. Oui, ça existe exactement. Donc ces fonctions-là, on va les déterminer en fonction de la personne qu'on accompagne. Et puis, dans un premier temps, ça peut être beaucoup de fois par jour. Tu peux faire jusqu'à 100 fois de l'isométrie dans la journée sur des petites contractions de 10 secondes. Déjà ça, si tu le fais 100 fois, imagine le temps sous tension à la fin de la journée que tu peux avoir. Parce que ce qui compte pour générer des adaptations, c'est l'intensité et le temps sous tension. Donc l'intensité, on va y aller progressivement. Donc déjà, je dirais ça, l'isométrie. Ouais, et au-delà de ça, moi, donc sur l'isométrie, très très bonne remarque. Donc on a vu numéro 1, tester, savoir ce qui ne fonctionne pas. Numéro 2, mettre de l'isométrie. Et je pense même du mouvement, en général. Donc ça compte isométrie. Et je pense même essayer d'explorer l'amplitude à laquelle tu as accès en respectant ta douleur. J'allais y venir. Voilà. C'est là où j'allais. Donc après, tu as plein d'exercices qui sont faisables. Tu en as énormément, que ce soit sur les fonctions primaires, les fonctions secondaires de ton articulation. Je pense qu'on peut parler des rotations articulaires contrôlées. Exactement. Tout le monde, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Le principe des les rotations articulaires contrôlées, c'est en gros, tu vas faire des rotations avec ton articulation. Et dans ces rotations-là, en fait, tu vas exprimer toutes les fonctions de ton articulation. Ouais. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que ça te permet de dessiner un spectre de ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce qui est douloureux, ce qui n'est pas douloureux. Et puis, s'il y a une zone qui est douloureuse, tu vas la contourner et tu vas travailler autour de cette zone-là. Ouais. Et nous, ça nous permet, en tant que préparateur physique, d'identifier ensuite les exercices que tu vas pouvoir faire. Et puis aussi, ceux que tu ne vas pas pouvoir faire et ceux sur lesquels, du coup, il va falloir qu'on passe du temps pour améliorer en gros tes douleurs. Parce qu'encore une fois, la blessure, la douleur, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc, c'est toujours ce qu'on va prioriser. En tout cas, pour moi, pour toi aussi, je pense, c'est toujours ce qu'on va prioriser en préparation physique. Toujours. Si tu es blessé, tu ne peux pas exploiter tes capacités physiques à 100%. Exactement. Donc, c'est important de gérer ces douleurs. Donc, testing, mettre du mouvement, isométrie, mouvements globaux. Quand on dit mouvements globaux, faites-le encore une fois intelligemment. Ce n'est pas explorer toute l'amplitude douloureuse à un 10 sur 10. Explore progressivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a
qu'on a rajouté du volume et de l'intensité sur des mouvements globaux, Très bien. on réintègre dans le contexte spécifique de la personne. Contexte spécifique. Alors si la personne, elle est sportive, eh ben, on la renvoie au sport. Et même dans son sport, le principe qui régit tout, bah, c'est la surcharge progressive. Mhm. Et si c'est une personne qui n'est pas particulièrement sportive, ben, l'idée c'est qu'elle reprenne ses activités qui avant étaient trop douloureuses. Donc si c'est un travailleur qui a l'habitude de porter des charges lourdes, et ben progressivement il va se remettre à porter ses charges lourdes, enfin faire son travail en fait. Ouais. Donc voilà, on se remet progressivement dans le contexte, dans notre contexte. Ouais. Donc voilà. Je pense que pour le mot de la fin, on peut leur dire aux auditeurs et aux personnes qui nous découvriront plus tard que c'est important d'être positif déjà au niveau de son mindset. Ok. Ouais, le C'est- mindset va Ça vraiment faire la régit tout. différence. Donc essayez d'être positif, faites les choses intelligemment. Si tu mets en place tout ce qu'on a essayé de te dire ici, simplement, c'est possible que si ta douleur est pas très grave, tu aies déjà des résultats, voire même tu te soignes par toi-même. Et si tu essayes de faire tout ça et que ça ne fonctionne pas, tu peux nous contacter sur les réseaux sociaux ou tout simplement faire appel à quelqu'un dans ta région, un spécialiste des douleurs. Exactement. Donc pour nous contacter, Nat, on te contacte où, toi, Bah, spécifiquement? sur Instagram, pour le moment, @natjack, plus jamais faible. Et puis, bah, vous me trouverez sur ce podcast. On mettra de toute façon, comme d'habitude, les Instagram en description. Ouais, et moi, du coup, Train to Summit, ok, plus pour les sportifs d'endurance, même si je travaille avec des personnes qui font pas forcément des sports outdoor ou sports d'endurance. Donc voilà, On a tout dit. on a bien balayé les blessures. On pourrait parler encore pendant Ouais, 2 heures. bah Mais... là, c'est ce que j'allais dire. Je pense que attendez-vous à un autre podcast sur les blessures, mais plus ciblé. Là, on a essayé de faire très généraliste. Je pense qu'on va refaire un podcast sur les blessures beaucoup plus ciblé. Par exemple, spécifique préparation physique et puis ensuite spécifique blessure d'usure. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ok, à poser vos questions, soit sur Instagram, soit sur le podcast. Mettez aussi un petit 5 étoiles, ça fait plaisir, ok, c'est gratuit. Et puis nous, du coup, on partage un peu nos expériences, nos connaissances. Puis ça motive toujours à continuer à créer ce contenu. Exactement. Et puis voilà, n'hésitez pas à le partager, ça donne de la force. Merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour le prochain épisode.